Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Journée internationale des zones humides avec plus de 50 zones classées sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. L'Algérie possède un patrimoine naturel remarquable. Exemple ce matin, la région de Sebkhet El Mellah à El Mnia. Dans la page Histoire, on vous parle de l'extrême droite française qui continue de caviarder l'histoire à coups de déclarations fallacieuses et de faire de l'Algérie une opportunité politique pour poser les bases de son agenda politique. Et à Gaza, le point de passage de Rafah a été ouvert pour la première fois depuis mai 2024, permettant le départ de 50 Palestiniens vers l'Égypte pour y recevoir des soins des suites de leurs blessures lors de l'agression sioniste. Bienvenue à tous. Journée mondiale des zones humides ce 2 février, célébrée par un programme national officiel à Djorf Torba, dans la wilaya de Béchar. Une journée qui constitue une importante occasion pour valoriser les zones humides dans notre pays qui possède un patrimoine naturel important. 50 zones humides classées sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Yasmine Msoli. En Algérie, les zones humides s'étendent sur plus de 12 millions d'hectares, du littoral aux régions sahariennes, en passant par les hauts plateaux. Lacs, marais ou encore oasis, ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle clé dans la régulation de l'eau et du climat. Avec plus de 50 zones humides classées sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale, l'Algérie possède un patrimoine naturel remarquable. À l'extrême nord-est du pays, les zones humides d'El Qala accueillent chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels les emblématiques flamants roses. Le site a été le premier à être reconnu site Ramsar en 1983. Plus au sud, dans les hauts plateaux, les vastes étendues salines constituent des réserves d'eau précieuses pour les écosystèmes arides. Mais ces espaces naturels sont aussi confrontés à des défis de taille: l'urbanisation, l'exploitation des ressources et les effets du changement climatique fragilisent ces milieux uniques. Face à ces menaces, des actions sont menées pour mieux protéger et restaurer ces sites. Programmes de suivi de la faune, reboisement, sensibilisation, les initiatives se multiplient pour assurer la préservation de ce patrimoine. Force est de constater que ces zones humides jouent un rôle essentiel dans l'équilibre naturel. Elles figurent parmi les écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés de notre planète, abritant des réservoirs de biodiversité uniques. Leur préservation repose sur un suivi attentif et des mesures adaptées pour assurer la pérennité de ces écosystèmes face aux évolutions environnementales et humaines. Et à ce propos, destination Mnia, où des milliers d'oiseaux migrateurs font une halte du côté de Sebkhet El Mellah, une région classée zone humide d'importance internationale depuis 2004 sur la liste de la Convention de Ramsar. Elle représente un espace de nidification précieux sur l'axe migratoire entre l'Europe et l'Afrique. Nous vous invitons à une visite guidée de ces lieux avec Badia Armandi. Sebkhet El Mellah, lac d'El Golea ou lac Hassilgara. Toutes ces appellations renvoient à la zone humide de Mnia où nichent différentes espèces d'oiseaux. Des flamants roses y règnent en maître des lieux. À leur côté, d'autres oiseaux migrateurs trouvent refuge. Le moineau domestique, la tourterelle et le corbeau. Nous sommes ici au bassin supérieur d'une profondeur allant de 1,5 à 2 mètres. Il se caractérise par son eau douce. Nous avons accompagné les spécialistes dans leur quête d'observation et de recensement. Ce lac se caractérise par sa diversité biologique et écologique, ce qui l'a classé sur la liste Ramsar des zones humides le 12 décembre 2004. Il s'étend sur une superficie de 18 974 hectares. Munis de leur matériel, jumelles et télescopes, ces spécialistes observent pour identifier les oiseaux, leur genre, leurs mouvements. Un travail mené 2 fois par an en saison d'hiver et d'été. Cette opération de recensement national s'inscrit dans le cadre du recensement mondial des espèces d'oiseaux migrateurs et nicheurs.
70 نوع اللي كل عام تقريبا نشوفوه. Il y a des espèces d'oiseaux migrateurs et d'autres nicheurs. Le nombre d'oiseaux nicheurs est de 71 et atteint parfois 110 ou 140. C'est selon le climat. Lorsqu'il fait froid en Europe, ils migrent vers cette zone humide. Nous observons entre autres le cycle biologique des oiseaux et les directions qu'ils prennent. ما يزيد عن 10 إلى 15 طلبة دكتوراه. Chaque année, nous recevons 10 à 15 étudiants en doctorat ou en master qui viennent pour des recherches. La conservation des forêts de Mni'a les accompagne dans leurs travaux. العلمية. بحيرة سبخة الملاح المصنفة عالميا تنقسم إلى صنفين. Il découvre les deux bassins supérieurs et ses eaux douces ainsi que le bassin inférieur avec ses eaux salées. Ce site attire beaucoup de visiteurs, notamment des familles, désirant changer d'air et découvrir les trésors cachés au niveau de ce lac. Nous venons toujours ici avec mes parents pour admirer les oiseaux, le flamant rose, les canards et pour respirer l'air frais. Ce lac est au milieu du désert de Mni'a. Nous venons aux familles pour voir les oiseaux et écouter le son de la nature. Classée site d'importance internationale en 2004 sur la liste Ramsar, la zone humide de Mni'a est un lieu touristique par excellence, de plus en plus fréquenté par des touristes. À l'instar de l'Algérie, la domination et la répression coloniale française ont été aussi subies par plusieurs peuples africains. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'occupation ne s'est pas limitée à une présence militaire. Elle a également voulu effacer une identité, imposer une culture et une dépendance économique. Mais face à cette machine coloniale, la résistance s'est organisée et l'histoire de cette lutte l'a bien prouvé. Amira Sfta. Défiant le cours de l'histoire, la France s'est acharnée à maintenir ses colonies sous son joug, sans comprendre que les peuples ne peuvent être asservis indéfiniment. Face à cette obstination, elle s'est heurtée à une résistance inébranlable. Les débats concernant la France. Tout débat sur la France et ses anciennes colonies en Afrique reste marqué par un passé empreint d'injustices multiples. L'emprise française ne s'est pas limitée à une domination militaire et économique. Elle s'est étendue à un projet méthodique visant à écraser l'identité ivoirienne et à en effacer les repères culturels. La France a ciblé l'individu ivoirien lui-même, cherchant à le dépouiller de toute appartenance nationale autonome pour en faire un simple prolongement de sa politique coloniale. Par l'éducation, l'administration et l'économie, elle a imposé une culture de dépendance reléguant les langues et traditions locales au profit de la culture française. Les programmes scolaires conçus par le colonisateur lui-même glorifiaient la colonisation. On nous plongeait dans un récit façonné par les colonisateurs, dictant notre perception de l'histoire à travers l'enseignement. À l'école, on avait instauré quelque chose. À l'école, tout a été mis en place pour nous contraindre à penser et parler en français. Si un camarade te surprenait en train de parler ta langue maternelle, il te dénonçait. Et pour vous humilier.
Ainsi, la guerre menée par la France en Côte d'Ivoire n'a été qu'un épisode de plus dans l'histoire de la domination coloniale. Mais elle a aussi été la preuve éclatante de l'échec d'un projet impérialiste incapable de comprendre que la volonté des peuples est plus forte que toute occupation. Car aussi longue soit l'attente, la liberté reste le destin inévitable de toute nation qui lutte pour elle. Dans cette page d'histoire, on vous parle de l'extrême droite française qui continue de caviarder l'histoire à coups de déclarations fallacieuses. La dernière en date, celle de Marine Le Pen, dans l'objectif de faire renaître l'obsession nationale de son père et faire de l'Algérie une opportunité politique pour poser les bases de son agenda politique, mais en vain, car l'histoire s'écrit aussi à coups de traces. Yamina Saïchi. Dans une récente interview, Marine Le Pen, qui selon certains analystes constitue un danger pour la France, continue de nager en eau trouble et multiplie les déclarations populistes en faisant de l'Algérie son principal fonds de commerce. Elle a affirmé que la colonisation française en Algérie avait été bénéfique en termes d'infrastructures et de développement économique en Algérie, un discours qui illustre parfaitement le déni persistant des cercles d'extrême droite. Cette rhétorique tente de masquer les massacres, l'exploitation et la répression brutale subie par les Algériens sous domination coloniale. À travers une vision idéalisée, ces milieux politiques cherchent à légitimer un passé éhonté, occultant ainsi les crimes coloniaux. Pourtant, l'histoire est claire, la colonisation fut un système d'oppression aux conséquences désastreuses pour les populations locales, un passé douloureux qui restera gravé dans la mémoire collective des Algériens. Ce déni entretenu par l'extrême droite ne relève pas seulement d'une ignorance de l'histoire, mais d'une volonté assumée de réhabiliter un passé colonial marqué par l'injustice et la violence. En glorifiant cette période, ces discours cherchent à justifier une idéologie nationaliste au mépris des peuples qui ont subi ces souffrances. Et puis ce nouveau revers judiciaire, l'Union européenne a pris la décision définitive d'annuler les accords commerciaux et de pêche avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Un coup de tonnerre suite à un arrêt de la Cour de justice européenne. Ce revers intervient alors que le Maroc tente de manipuler l'opinion, mais la Belgique et plusieurs autres pays européens affirment leur soutien à cette justice internationale. Un signal, en tout cas, bien fort dans la lutte pour la reconnaissance des droits des Sahraouis. Marim Damis. Séisme politique à Bruxelles. Le Conseil de l'Union européenne a officialisé l'annulation des accords de commerce et de pêche liant l'Europe au Maroc dans les territoires occupés du Sahara occidental, suite à l'arrêt historique rendu par la Cour de justice européenne en octobre dernier. Dans une note publiée le 11 novembre dernier, la Cour a réaffirmé des principes fondamentaux du droit international, notamment le droit à l'autodétermination des Sahraouis et l'égalité de tout accord affectant ce territoire sans le consentement de ses habitants. Reconnaissant le Front Polisario comme l'entité habilitée à défendre les intérêts des Sahraouis, lui accordant le droit de contester tout accord menaçant les ressources ou leur souveraineté, la Cour a également tranché un point crucial. Les produits issus du Sahara occidental devront désormais porter une étiquette distincte de ceux marocains, confirmant ainsi le statut juridique de ce territoire sous l'égide des Nations Unies. Par cette décision, le Parlement européen franchit une étape importante en établissant un contact direct avec le représentant légitime et unique du peuple sahraoui, à savoir le Front Polisario. Cette avancée s'est concrétisée lors d'une session organisée mardi dernier au sein du Parlement européen, en présence d'une délégation représentant le Front Polisario afin d'écouter son point de vue sur les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. La délégation sahraoui a exprimé la disposition du Front Polisario à engager un dialogue et des négociations directes avec l'Union européenne à condition que celle-ci repose sur le respect des décisions de la Cour de justice européenne ainsi que sur la préservation des intérêts du peuple sahraoui. Cette orientation a été confirmée par un avis juridique du service juridique du Conseil de l'Union européenne qui a réaffirmé sans équivoque la nécessité pour l'Union européenne de se conformer aux décisions de la Cour de justice de l'UE. Une décision qui intervient après la déclaration du chef de la diplomatie belge, Bernard Quentin, qui a réaffirmé la position de son pays en faveur des légitimités internationales.
Une déclaration claire et sans équivoque que le régime du Makhzen a tenté vainement de présenter comme victoire diplomatique illusoire. Des pratiques dignes d'un régime sans scrupules qui, dans une nouvelle vague de répression, le Makhzen s'en prend à toute voix dissidente. Plusieurs journalistes et militants des droits humains espagnols ont même été expulsés de la ville de Dakhla occupée, simplement pour avoir communiqué avec des citoyens sahraouis. Au Maroc, la contestation est sans surprise, de plus en plus intense, et des voix s'élèvent contre l'alliance du pays avec l'entité sioniste. Une colère nourrie par la répression et l'injustice. Des familles entières sont chassées de leurs terres, des maisons sont détruites et des enfants violentés. Une détresse face à laquelle le régime répond par la force et plonge son peuple dans une grave précarité. Le récit de Majda Jahmoun. Face à une vague de colère populaire et de protestations continues contre la normalisation, l'alliance du Makhzen avec l'entité sioniste se heurte à une contestation grandissante. À Djerada, comme dans d'autres villes du Maroc, la rue clame haut et fort son rejet absolu et maintient la pression par des manifestations déterminées. L'entité sioniste va coloniser le Maroc sur tous les plans, politique, économique et social. Les sionistes ne veulent pas notre bien. Réveillez-vous, nous sommes sortis pour dénoncer cette planification et rejeter cette décision qui est contre notre volonté. On vous a déjà prévenu de la dangerosité des sionistes. Vous avez vraiment cru qu'organiser la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique n'avaient pas de prix. Ils comptent nous contrôler et si l'on refuse, ce sont les policiers marocains qui nous obligeront à le faire. Vous allez être giflés et chassés de chez vous. Pendant ce temps, le Makhzen poursuit ses violations des droits humains à travers des manœuvres sournoises visant le peuple marocain, allant jusqu'à expulser des citoyens de leur foyer et de leurs terres pour les céder aux sionistes. Ils ont démoli nos magasins et nos maisons. Les forces du Makhzen nous ont frappés avec nos enfants. Ce sont nos maisons et nos propriétés. Nous avons hérité ces terres de nos grands-parents et nous en avons les preuves, mais nous n'allons pas bouger d'ici. La location est trop chère. Je suis la seule à prendre en charge ma famille. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dû laisser ma femme chez ses parents. Mes enfants se retrouvent sans abri. Ma mère est très âgée et elle a passé la nuit dehors alors qu'il pleuvait. Quelle honte! Que Dieu nous rende justice. Vous allez payer chaque larme versée par ce peuple opprimé. C'est une honte immense. Plongé dans la précarité, le peuple marocain subit l'injustice d'un régime qui, au lieu de défendre ses droits, lui arrache ses terres et ses biens pour les offrir sur un plateau à des puissances étrangères. International, toujours, l'Algérie suit avec une profonde préoccupation la reprise du conflit et son escalade en République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires étrangères appelle à la retenue et à la désescalade, ce dans la perspective de l'instauration des conditions d'une reprise responsable du dialogue et de la négociation en vue du rétablissement de la paix dans la région. Dans cette idée, la diplomatie algérienne apporte son soutien aux présidents des républiques d'Angola et du Kenya dans leurs efforts de médiation patient et soutenu entre toutes les parties au conflit. Après la reprise de Goma, le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence a condamné le mépris de la souveraineté et de l'intégrité du territoire congolais. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, le M23 a encerclé Goma, capitale du Nord Kivu. Avant d'y entrer, cette opération violente, soutenue selon l'ONU par 3 000 à 4 000 soldats, a provoqué le déplacement d'environ 400 000 personnes. Le point de passage de Rafah, situé à l'extrême sud de la bande de Gaza, a été ouvert hier pour la première fois depuis mai 2024, permettant le départ de 50 patients vers l'Égypte pour y recevoir des soins des suites de leurs blessures lors de l'agression de l'armée sioniste. Quelques 6 000 blessés palestiniens sont prêts à être évacués via le terminal de Rafah et 12 000 ont besoin de soins
urgent. Cette ouverture du terminal intervient dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu à Gaza le 19 janvier. Elle survient aussi après la libération de 183 prisonniers palestiniens, dont 111 de la bande de Gaza ont été libérés en échange de 3 prisonniers libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.